L'un des échecs d'Emmanuel Macron, c'est ce qui est devenu son parti politique. En 2016, il lance En Marche, qui est un parti, un mouvement tout entier tourné vers la réussite de son fondateur. Donc c'est vraiment un mouvement d'influenceurs. Le pendant de ça, c'est quand même un parti qui, en fait, est uniquement fait pour servir les ambitions de son fondateur. Et jamais ce parti n'a su se transformer au cours de la présidence Macron en un mouvement d'ampleur qui arrive à produire des idées. Alors, quel héritage laissera Emmanuel Macron, lui dont le deuxième quinquennat paraît si interminable? Alors, j'ai le plaisir de recevoir Louis Hosselter. Donc, vous êtes journaliste au Figaro. Bonjour et bienvenue chez Front Populaire. Alors, vous avez écrit ce livre, La foudre et des cendres, aux éditions de l'Observatoire. Et dans ce livre, vous vous penchez sur les coulisses, on va dire, de ce deuxième quinquennat, pas que, mais vous vous concentrez essentiellement sur cette période. Et alors, il ressort dans ce livre, justement, l'impression d'Emmanuel Macron, le sentiment d'un homme déconnecté de son époque, en perpétuel déni, et incapable de reconnaître la moindre des erreurs, tout simplement. À quel point est-ce vrai ? C'est vrai au point que longtemps après la dissolution, il a continué à assurer devant ses proches, en privé comme en public, que c'était la bonne décision. Donc la dissolution, c'est évidemment le point de départ de mon livre, parce que ça symbolise quelque part le mode de raisonnement et de fonctionnement d'Emmanuel Macron, où là, il a vraiment été persuadé d'avoir raison tout seul, même si ses troupes en ont été effrayées, parce que c'était les premières sacrifiées, et même si les conséquences en cascade auxquelles nous assistons encore aujourd'hui montrent que, de toute évidence, ça n'a pas été compris, à tout le moins, comme décision. Donc rien que ça, on pourrait multiplier les exemples, mais rien que cet exemple, parce qu'il a été le plus flagrant et le plus frappant aussi aux yeux des Français, montre un mode de fonctionnement, un mode de raisonnement qui est un petit peu particulier et qui vient en partie de la confiance personnelle et politique qu'il a en lui. Mettez-vous à sa place, vous vous présentez pour la première fois à 39 ans à une élection présidentielle sans jamais avoir été élu avant, vous gagnez. Vous vous représentez 5 ans plus tard, vous regagnez. C'est un authentique exploit sous la Ve République, ce qu'a réalisé Emmanuel Macron, même si certaines circonstances ont évidemment pu aider. Ça lui donne ce sentiment, ça le conforte dans un sentiment qu'il a souvent raison malgré tout le monde. Parce qu'il a eu raison de se lancer en 2017, parce qu'il aurait eu la bonne stratégie pour rester au pouvoir. En 2024, à nouveau, il a pensé qu'il avait raison devant tout le monde et que sa seule force de conviction personnelle allait permettre de retourner la situation. Bon, ça n'a pas été le cas et c'est là qu'on a vu la limite de son mode de fonctionnement. Et est-ce qu'il a conscience du rejet qu'il fait éprouver à une partie de la population française, ou est-ce qu'il le minimise ou l'ignore totalement ? Alors, il y a deux manières à répondre à votre question. La première serait de dire que le président alors déjà que l'Élysée isole, ça a été vrai de tous les présidents. Et c'est vrai, l'Élysée isole, elle isole à la fois le président de la République, elle isole aussi son entourage. Cette cour qui est autour de lui et qui cherche les uns la flatterie, les autres l'approbation. Et donc il y a ce danger de n'être entouré que de yes men, comme disent les Américains. Ça c'est une réalité. Alors certains conseillers vous expliqueront que le président a des capteurs, qu'il n'échange pas qu'avec des conseillers à l'Élysée, ce qui est vrai, hein, on peut être conseiller à l'Élysée et avoir très peu de pouvoir, ça il ne faut pas fantasmer le pouvoir des gens qui sont géographiquiquement proches du président. Il y a des gens qui échangent avec lui beaucoup plus lointains géographiquement ou qui font totalement autre chose, qui ont beaucoup plus d'influence que les conseillers à l'Élysée. Mais on a l'impression que plus sa présidence avance, plus en effet il peine à réaliser ce rejet dont il fait l'objet. Il l'a palpé quand même de manière physique très tôt avec les Gilets jaunes, puisque à ce moment-là, rappelez-vous, au Puy-en-Velay par exemple, sa voiture est poursuivie par des manifestants. Lors des week-ends de manifestation, les manifestants sont vraiment pas loin de l'Élysée. Donc il a quand même éprouvé physiquement le rejet à un moment où celui-ci était à son apogée, c'est-à-dire sous son premier quinquennat. Mais ça lui a permis quelque part ensuite de savoir comment tenir, comment garder le pouvoir, ce qu'il a réussi à faire en 2022 avec sa réélection. Tout l'enjeu pour lui, en effet, c'est ce qu'on retiendra de ça. C'est-à-dire, est-ce que
Est-ce qu'il part sous le goudron et les plumes avec une popularité entre 15 et 20%? Ça arrivait à certains de ses prédécesseurs. François Mitterrand en fin de règne était très impopulaire. Jacques Chirac en fin de règne était particulièrement rejeté, ce qui les a pas empêchés de regagner de la popularité a posteriori. Et ça, c'est le deuxième aspect. C'est ça aussi qui compte à ses yeux, c'est qu'est-ce qu'on retiendra de lui plus tard, sachant que les bilans, l'héritage des présidents se sédimentent plusieurs années après. Sauf que pour lui, on en parlera sans doute, il y a un enjeu, puisque contrairement à Mitterrand, contrairement à Chirac, eh bien, il sera encore un jeune homme, puisqu'il aura la cinquantaine dans les années à venir, et donc il ne compte pas arrêter sa vie politique là. Donc le rejet des Français, le rejet de l'opinion sera quand même un élément déterminant. Que devient ce rejet? Est-ce que ça devient un oubli? Est-ce que ça devient une nostalgie? Est-ce que ça devient vraiment des mauvais souvenirs constants? Ça sera la clé de la suite de sa vie politique. Et à quel point son narcissisme, qui est quand même particulièrement développé, l'aveugle-t-il ou lui sert-il de moteur? On se rappelle par exemple du discours, vous l'évoquez dans votre livre, lors des Gilets jaunes, le grand débat. Voilà. Oui. Donc après, pour se sortir des Gilets jaunes, tout à fait. À quel point c'est un moteur ou un motif d'aveuglement? Alors, je ne fais pas trop de psychologie. Je tiens à dire que ce n'est pas un bouquin psychologique. Les lecteurs, ceux qui l'auront lu ou qui vont le lire, vont s'en apercevoir. J'ai vraiment voulu faire un livre politique sur qu'est-ce que nous dit politiquement, au-delà des anecdotes, ce que nous dit politiquement la présidence Macron et comment elle s'inscrit aussi dans cette impression de déclin, en tout cas de désagrégation de la chose publique, de la vie politique, du rejet qu'en expriment les Français. Cela étant, la psychologie des présidents, ça a toujours énormément compté. Déjà, pour être président de la République, il ne faut pas être normal, contrairement à ce que disait François Hollande, qu'il ne l'était pas tant que ça, normal. Donc évidemment que le narcissisme, la confiance en soi, la volonté de se servir des autres pour pouvoir accéder au pouvoir et s'y maintenir, ça fait partie d'Emmanuel Macron, comme ça fait partie de la psychologie de tous ses prédécesseurs. Et puis... en effet, depuis ce que vous mentionnez est clé, c'est-à-dire que à la fois la phase des Gilets jaunes et la réponse qu'Emmanuel Macron a fournie, qui est un grand débat. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, il lâche de l'argent pour le pouvoir d'achat, il donne des mesures concrètes parce qu'il est vraiment aux abois. Mais ensuite, sa vraie manière de s'en sortir, et là où il avait fait un coup politique, c'était ce grand débat centré sur lui-même. Donc, on a complètement oublié les cahiers de doléances qui ont été lancés à ce moment-là. Alors pourtant, leur expertise aurait sans doute donné de la matière sur ce que ressent le pays profond. Emmanuel Macron, lui, a centré la sortie de crise autour de lui. Là aussi, une décision prise contre la plupart de ses conseillers qui n'ont pas trouvé que c'était la meilleure des idées à l'époque. Et pourtant, ça a réussi, en tout cas, ça a réussi à court terme. En tout cas, ça a atteint l'objectif qu'Emmanuel Macron s'était fixé, qui était de s'extraire, de s'extirper de cette crise profonde qui allait jusqu'à mettre en cause sa légitimité, puisque ça fragilisait la manière même dont il exerçait le pouvoir. Et là, oui, en effet, le comportement, la psychologie, l'état d'esprit selon lequel c'est d'une personne seule que viendra la solution parce que c'est cette personne qui est contestée, c'est très présent dans le mode de fonctionnement d'Emmanuel Macron. Ça tient à lui. Il a un exercice du pouvoir qui est assez solitaire. Là aussi, ça le rapproche de certains de ses prédécesseurs. Et il a aussi l'impression que cette solitude le conforte, qu'un président n'a pas d'amis et que faire le vide autour de lui, quelque part, c'est aussi un moyen de s'assurer de rester au pouvoir. Voici le numéro 23 de Front Populaire. Il s'appelle « Penser l'islam » et il est sous-titré « L'autre civilisation ». Vous connaissez la formule de Spinoza ? Ni rire, ni pleurer, mais comprendre. On ne va pas trouver que c'est formidable, on ne va pas trouver que c'est une chance ou une malchance pour notre civilisation. On va juste demander ce qu'est l'islam, comment ça fonctionne. Donc penser l'islam. Et avec ce sous-titre qui dit qu'il s'agit d'une autre civilisation. Donc c'est pas non plus une barbarie, c'est une autre civilisation qui entre en relation avec notre propre civilisation. Une douzaine de spécialistes qui abordent le sujet à partir du multiculturalisme, de la citoyenneté, du frérisme, de l'islamo-gauchisme, laïcité, islamophobie, djihad, séparatisme, démographie. Un bon numéro dont je suis fier parce que je pense que je voudrais saluer pas seulement mon travail, c'est pas le sujet, mais l'équipe qui rend possible Front Populaire. À quel point son image est importante pour lui? Comment il gère finalement son image, le récit de son histoire? Et quelle relation il entretient notamment, par exemple, avec les relais? Donc, je pense à la presse notamment. Compliqué. La relation est compliquée. Déjà, ça a commencé
de manière brutale, puisque ça a peu ému l'opinion publique, puisque les gens n'aiment pas les politiques, ils n'aiment pas non plus beaucoup les journalistes, donc on n'en a pas fait des gorges chaudes, mais l'une des premières décisions d'Emmanuel Macron en arrivant à l'Élysée, c'est quand même d'essayer de fermer la salle de presse qui donnait sur la cour, et qui permet donc aux correspondants des agences, notamment, d'observer au moins les allées-venues officielles, sachant qu'il y a d'autres moyens détournés d'entrer à l'Élysée, donc ça n'éventait pas tous les secrets, loin de là, de la présidence. Mais cet emplacement de la salle de presse, il est là, il est figé à l'Élysée depuis longtemps, et c'est quand même l'une des premières décisions d'Emmanuel Macron, et d'avoir tenté de la déplacer. Ce qu'il n'a pas réussi à faire, parce que là, pour le coup, la presse a protesté, et a pu obtenir le maintien de cette salle de presse. Mais ça nous dit quelque chose de la façon dont il a voulu entamer cette présidence. Je ne dis pas ça par corporatisme, mais pour expliquer que les journalistes sont parfaits et toujours indispensables. Je dis ça parce que les modes de communication d'Emmanuel Macron, il a cru pouvoir installer une présidence qui faisait le récit d'elle-même par elle-même. Si vous regardez le compte Instagram de la photographe officielle du président de la République, vous avez exactement cette mise en récit et cette mise en image. C'est exactement ce qu'on retrouve sur ce compte Instagram, c'est exactement Emmanuel Macron tel qu'il veut qu'on ait l'image de lui, avec l'image qu'il veut lui véhiculer. Autre exemple que je raconte dans le livre, Emmanuel Macron, lors de ses déplacements, il y a un ou deux photographes officiels qui ont des accès, qui ont tous les accès, c'est-à-dire qui contrairement à la presse, peuvent accéder à tout ce que fait le président. Il y a aussi souvent, ce que je détaille dans le livre, il y a des cadreurs qui le suivent, qui le filment en vue d'un documentaire dont on ne sait pas trop quand il sera diffusé, mais en tout cas qui accumule beaucoup d'images sur les coulisses de cette présidence, qui eux aussi ont énormément d'accès, parce que c'est un projet qui est validé par l'Élysée et qui est fait sous le contrôle des communicants présidentiels. Il y a aussi, autant les journalistes ont peu d'accès, autant Emmanuel Macron a ouvert les portes de certains de ses déplacements à des écrivains, comme Emmanuel Carrère par exemple, qui a chroniqué l'un de ses sommets internationaux, parce qu'Emmanuel Macron pense que contrairement aux médiocres journalistes, les brillants écrivains sauront restituer le sel de sa présidence. Il n'a pas été pour autant satisfait de tout ce qui a été écrit sur lui, y compris par des écrivains jusqu'ici. Il reçoit aussi un historien pour que sa biographie soit faite sous le prisme de l'histoire plutôt que sous le prisme de la chronique politique quotidienne. Bref, la haute idée qu'il se fait de lui-même et de sa présidence transparaît à travers ses choix de communication, sachant qu'à l'époque des réseaux sociaux, effectivement, vous pouvez contourner les médias et tenter d'installer votre propre récit. Bon, sa popularité, son bilan, son rejet dans l'opinion, y compris dans son propre camp, montre qu'en réalité, ces méthodes n'ont pas tellement fonctionné. Si ces méthodes fonctionnaient, Emmanuel Macron aurait un taux de popularité de 30 ou 40%, et il serait pas en dessous de 20%. Donc le fait de contourner la presse comme il a contourné d'autres corps intermédiaires a ses avantages. Il y a aussi ses inconvénients, qui est que vous créez de la distance, vous créez de l'incompréhension, vous créez de la frustration. Et quand vous ne donnez pas accès à l'information à des gens, ils vont essayer de la chercher ailleurs, et donc auprès de personnes qui vont faire un récit qui n'est pas celui évidemment qu'Emmanuel Macron voudrait imposer. Donc voilà, c'est vraiment à double tranchant, mais ça c'était quelque chose qu'il a tenté d'instaurer très vite, même s'il est revenu en arrière dans une certaine mesure. Vraiment en 2017, quand la présidence commence, c'est pas de presse, pas de journalistes, un président silencieux, un peu une stratégie à l'ancienne, à la Jacques Pilan, vous savez, le communicant de François Mitterrand, qui avait théorisé la parole rare du président. Sauf qu'à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque des chaînes d'information continue, de l'information instantanée, les communicants successifs qui ont assisté Emmanuel Macron ont bien réalisé, lui ont aussi fait comprendre que on ne pouvait pas avoir la même stratégie de communication dans les années 2020 que dans les années 80. Justement, c'est ça qui est paradoxal, c'est que finalement, il a été élu sur la promesse d'un renouveau, finalement, la Startup Nation, on se rappelle tous, et il semble avoir un style, finalement, pas si moderne que ça. Oui, et même une mentalité pas si moderne que ça. Alors ça, je le décris aussi dans le livre, l'univers culturel du président, et c'est volontiers véhiculé par ses conseillers parce qu'ils en font un argument d'opinion publique, mais c'est assez vrai. C'est la France d'Audiard, c'est les tontons flingueurs, c'est des vieux films patrimoniaux français, c'est Sardou, Johnny, Renaud. Voilà, c'est des références qui sont communément partagées par les Français. Donc ça ne le place pas en décalage par rapport à la population française, mais ça le place un peu en décalage par rapport à sa génération quand même. Et effectivement, par rapport au discours qu'il avait tenu en 2017, le discours un peu marketing sur la jeunesse, la Startup Nation, l'Europe, effectivement, il n'est pas
totalement imbibé de ça, personnellement, Emmanuel Macron. Et quand vous lui parlez, il n'a pas tout le temps les airs d'un start-upper. Alors, il y a des anglicismes, effectivement, liés au vocabulaire des sommets internationaux, notamment, aussi à son passé de banquier, de ministre de l'économie. Mais il a quand même un rapport à son époque qui est plus complexe que simplement un époux de la modernité à tout crin. C'est ça aussi, d'ailleurs, il a joué aussi sur ce ressort dans l'opinion publique. Parfois ça marche pas. Rappelez-vous de ses déclarations sur Gérard Depardieu. Il a cru que Gérard Depardieu était encore une icône française, un monument. En réalité, l'opinion s'est déjà coupée en grande partie d'un Gérard Depardieu. Pas pour ses films et son œuvre, mais pour ses comportements et ce qui a été allégué sur ses comportements. Donc parfois, il fait fausse route en maniant cela. Mais en effet, c'est pas totalement un produit de son époque. Emmanuel Macron, c'est ce qui le rend complexe et parfois indéchiffrable pour un certain nombre de nos contemporains. Est-ce que c'est ça qui explique le décalage qu'il semble avoir avec les réseaux sociaux ? On sent très clairement qu'il n'aime pas les réseaux sociaux, voire les déteste. Ça dépend. Ça dépend parce que il voit quand même les réseaux sociaux comme un de ces moyens dont je vous parlais pour contourner les médias et pouvoir faire sa propre communication. Alors, dernier exemple, les fameuses lunettes de soleil d'aviateur qu'il exhibe dans ses discours depuis quelques jours, et notamment dans son discours de Davos. Quand vous voyez l'usage qui en est fait sur les réseaux sociaux de la présidente de la République, qui ont savamment relayé le discours de Davos en images et en faisant des lunettes un argument marketing, et puis ensuite le festival de mèmes, de détournements qui en sont faits, ça je peux vous dire que dans ces cas-là, les réseaux sociaux plaisent beaucoup à Emmanuel Macron parce que ça lui est favorable. Après, vous vouliez sans doute parler de sa volonté d'interdire, par exemple, les réseaux sociaux de moins de 15 ans ou de régulation. Que pour certains, c'est la crainte aussi d'un fichage numérique. Alors, en fait, c'est un débat qui est soulevé. Je pense qu'il y a deux débats distincts qui sont soulevés par Emmanuel Macron, mais pas que par lui, d'ailleurs, par d'autres spécialistes avant lui. Il y a l'impact sur les mineurs. Bon, on n'en revient pas ici parce que c'est ni le sujet de mon livre ni mon domaine de spécialité, mais il y a un vrai sujet quand même dont il a voulu s'emparer sur les aspects négatifs des écrans et des réseaux sociaux sur les adolescents. Bon, maintenant qu'il y a plus ou moins un consensus scientifique, des constatations faites surtout par les parents de manière empirique, Emmanuel Macron veut en faire un objet politique. C'est-à-dire que c'est un des rares objets, alors qu'il est très impopulaire, en fin de règne, qu'il a très peu de levier du pouvoir national. C'est un des rares objets un peu consensuels dont il essaye de s'emparer pour qu'en fait, il y ait une loi Macron qui reste comme telle, interdisant les réseaux sociaux aux mineurs. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a ce qui est en effet beaucoup plus discutable à mon sens, il y a ce qu'il dit sur les réseaux sociaux en tant qu'outil de débat politique. Alors, sur le fait que les réseaux sociaux sont majoritairement, enfin tous d'ailleurs, tous les grands réseaux sociaux sont détenus et administrés par des grandes plateformes américaines sur lesquelles nous n'avons quasiment pas de prise. Chinoise en l'occurrence. Oui, et TikTok, dans le cas évidemment, chinoise dans le cas de TikTok, réseau très prisé des adolescents. Ça, c'est vrai. Nous n'avons pas de prise sur les algorithmes de ces plateformes qui, qu'on le veuille ou non, façonnent aujourd'hui une partie du débat politique et dont on a vu dans certaines élections ou certains processus électoraux qu'elles pouvaient pousser certains contenus plutôt que d'autres. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'Emmanuel Macron a soulevé cet aspect qui est réel, il est évident qu'il y a une tentation de régulation qui pourrait dégénérer soit en interdiction, soit par la mise en place d'outils qui, en effet, viendraient contraindre les fondements de la liberté d'expression. Le vrai problème, au fond, et ça, Emmanuel Macron ne l'a pas résolu, pas plus que ses homologues européens, c'est qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à ces plateformes américaines. Les réseaux sociaux sont dans notre vie, qu'on le veuille ou non. On ne va pas les fermer les uns après les autres parce que on considère que les algorithmes ne sont pas réglés à notre goût. Le problème, c'est qu'en effet, nous n'avons pas de souveraineté sur ces réseaux sociaux. Aucune des grandes plateformes n'est française, aucune des grandes plateformes n'est européenne. Donc ça, c'est un problème. Mais ce qui n'a pas été fait, c'est de créer les conditions d'émergence de champions français ou européens qui pourraient concurrencer, qui pourraient être au même niveau de concurrence en termes de surface et de technologie que les plateformes américaines ou que TikTok en Chine. Or, cela n'a pas été fait et on retombe sur la propension de l'Europe à jouer toujours en défensif et jamais de manière offensive pour défendre une indépendance, une autonomie de la France et de l'Europe dans cet espace informationnel qui, on le voit, effraie nos politiques, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui réagit comme ça.
le fait que les réseaux sociaux aient permis à d'autres voix de se faire entendre que celles des médias traditionnels il y a encore quelques années, c'est encore un monde dans lequel les politiques patauchent parce que ils n'ont pas tout à fait leur repère, ils ne peuvent pas choisir quelque part les thèmes qui dominent la discussion. Et pareil pour les médias traditionnels, dont mon journal fait partie, même si nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, il est évident que ça a ouvert le champ des sujets parce que des personnes qui ne travaillaient pas dans la politique, dans les médias traditionnels, ont pu s'emparer de certains sujets et les poser sur la place publique, là où ils ne l'étaient pas. Peut-être que cet aspect-là gêne aussi un petit peu Emmanuel Macron, en tout cas pour que ce soit sur l'aspect politique et sur l'aspect technique de la régulation des réseaux sociaux, ses intentions restent encore à clarifier. Et sur la question des ingérences, est-ce qu'il est véritablement obsédé par les ingérences ? C'est ce qu'il semble montrer, ou c'est vraiment un argument politique finalement ? Alors il y a deux choses. Il est assez obsédé par ça, ouais. Il en parle beaucoup, en privé comme en public. Il considère que l'élection présidentielle de 2027 sera la première élection vraiment algorithmique, c'est-à-dire que les réseaux sociaux auront un poids inédit sur ce processus électoral, et ça l'inquiète parce qu'il craint que des tentatives de déstabilisation viennent de la Russie ou des États-Unis. Alors lui-même ne pourra pas être candidat à cette échéance, donc c'est aussi un rôle qui se donne pour pouvoir continuer à exister jusqu'au bout de sa présidence. Il se donne un rôle de garant, comme il dit, en se posant comme celui qui va garantir ce processus électoral. Sauf qu'il sera à la fois jugé parti. Il fait partie d'un camp politique, Emmanuel Macron. Il a lancé un parti politique, il me semble. Il a essayé de structurer, même si ça n'a pas vraiment abouti, un fameux espace central qui voulait rejeter aux extrêmes le flanc gauche et le flanc droit de l'échiquier politique. Donc c'est compliqué de se poser en garant quand lui-même, et c'est tout à fait légitime, a des idées politiques et considère que sa vie politique ne va pas s'interrompre avec la fin de sa présidence. La fin de sa présidence en 2027. Donc cette question des ingérences, oui, ça a eu lieu dans d'autres pays, c'est vrai, mais il ne faut pas que le discours de la lutte contre de supposées ingérences devienne un discours biaisé politiquement qui consisterait en fait à expliquer qu'il y a des bons tweets et des mauvais tweets. Autrement dit, qu'il y a des bonnes opinions et des mauvaises opinions. Et on voit bien que l'opinion publique va guetter cet aspect-là des choses. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est pas toujours clarifié sur ce point. C'est-à-dire que ceux qui demandent une régulation plus importante des réseaux sociaux, parfois quand on va au bout de leur discours, en fait, on s'aperçoit qu'ils demandent une régulation plus importante de certaines opinions plutôt que d'autres. Je ne dis pas que c'est ce que dit Emmanuel Macron et je ne dis pas que c'est son intention. Je dis juste qu'il va falloir scruter de près ce débat parce qu'en effet, les défenseurs des libertés d'expression et des libertés fondamentales vont devoir doser, vont devoir équilibrer entre le maintien de cette liberté d'expression, y compris sur l'espace numérique, et ne pas être naïf sur les tentatives de déstabilisation qui peuvent venir de l'étranger, et surtout le fait que nous postons sur des algorithmes dont nous n'avons aucune maîtrise et sur lesquels nous n'avons aucune souveraineté. Je vous propose d'ouvrir un nouveau chapitre de votre livre qui est très intéressant sur les premiers ministres, les relations qu'Emmanuel Macron a avec ses premiers ministres. Alors, on va parler du dernier. Il y en a eu beaucoup. C'est du dernier avant dissolution, Gabriel Attal. On apprend dans votre livre, en fait, il déteste Gabriel Attal. Oui, et ce, depuis les premiers jours du passage de Gabriel Attal à Matignon. Et ça, en effet, ça surprend les gens, alors que le microcosme politique a compris assez vite que ça allait être un peu compliqué entre ces deux-là. Ça se sentait assez vite dans les relations, les échos, les entourages, les bruissements. En début 2024, quand Gabriel Attal est nommé à Matignon, ça s'est assez vite perçu. Et pourtant, c'est vrai que l'opinion n'a pas tout de suite compris cet aspect très dégradé de leurs relations humaines, parce qu'en fait, les Français voient Gabriel Attal comme un clone de Macron, une créature, peut-être la seule créature qui ait réussi à émerger du macronisme où le président avait quand même beaucoup fait pour faire le vide autour de lui et sacrifier toute une génération d'hommes politiques de gauche ou de droite qui avaient à peu près le même âge que lui, voire un peu plus, et qui prétendaient exercer le pouvoir.
lui a fait table rase de tout ça. Et en fait, il a fait émerger assez peu de talents politiques. Il n'y a pas de vedette macroniste qui a émergé, que ce soit en notoriété ou en popularité. Il y a Gabriel Attal, en fait. Il y a Gabriel Attal. Alors, ce qui est important, du coup, de resituer, c'est que ils n'ont jamais été proches, Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Gabriel Attal n'était pas dans les fans de la première heure du président. Au contraire, d'ailleurs, certains compagnons de route d'Emmanuel Macron racontent que dans les débuts d'En Marche, quand Emmanuel Macron lance son parti et tente de se présenter à la présidentielle, Gabriel Attal, qui est collaborateur ministériel de Marisol Touraine, qui est ministre de François Hollande, on est donc à la fin du quinquennat Hollande, regarde ça avec distance et ne rejoint pas tout de suite l'aventure En Marche. Il est en fait à l'époque le compagnon de Stéphane Séjourné, qui est l'un des architectes vraiment de la première campagne d'Emmanuel Macron, qui lui est assez proche du président, du candidat qui n'est pas encore président à ce moment-là. Et c'est plutôt par ce biais-là, donc un biais privé, que Gabriel Attal rejoint l'aventure macroniste et obtient une investiture d'En Marche pour les législatives de 2017. Et c'est ensuite qu'il va parvenir à émerger assez rapidement grâce à un art de la communication assez maîtrisé et que ça le mènera jusqu'à Matignon en janvier 2024. À ce moment-là, quand il le nomme, pareil, Emmanuel Macron ne nomme pas un ami, il se respecte, mais en fait Emmanuel Macron l'utilise. Ils sont pas spécialement proches, ils prennent pas des verres ensemble, mais voilà un jeune homme qui est très motivé et qui fait preuve d'un certain talent de communication pour défendre le macronisme sur les plateaux. Emmanuel Macron n'en a pas tant que ça dans son camp à ce moment-là, et encore moins aujourd'hui d'ailleurs. Donc il l'utilise, il l'encourage à effectivement porter la bonne parole à droite à gauche. Il l'utilise jusqu'à en faire un Premier ministre en se disant que, premièrement, ce sera un Premier ministre docile, ce qui compte beaucoup pour Emmanuel Macron. On a vu que ça s'était mal terminé avec la plupart de ses premiers ministres, notamment ceux qui essayaient de prendre un petit peu trop de la lumière et un peu trop d'autonomie à son goût. Et donc il le nomme pour cette raison-là, et puis parce qu'il considère que avec la différence de génération, avec le manque d'expérience de Gabriel Attal, eh bien ça restera lui le boss en fait quelque part. C'est pas ce Premier ministre-là qui en fait c'est un Premier ministre qui est nommé pour faire campagne, parce qu'à l'époque ce qui s'ouvre c'est la campagne des européennes. Et dès les premiers jours de la nomination, peu après la nomination de Gabriel Attal à Matignon, il y a déjà quelque chose qui se grippe dans la relation. Parce qu'Emmanuel Macron est persuadé qu'en fait Gabriel Attal travaille pour plus tard et pour ses ambitions à lui, que c'est tout pour sa gueule, comme on le disait à l'Élysée déjà à l'époque. Et lui, Gabriel Attal, c'est vrai, prend énormément la lumière, fait de la communication, des déplacements tous les jours, alors que son bilan de son passage à Matignon, certes court, n'est vraiment pas évident, mais il suit sa méthode qui est celle de la communication. Donc ça s'est très mal terminé. Et en plus, la dissolution, évidemment, a achevé de tout faire exploser entre les deux hommes, puisque le premier sacrifié de la dissolution, c'est Gabriel Attal. Et c'est quoi le profil du Premier ministre idéal pour Emmanuel Macron ? C'est Jean Castex. Donc ça existe, il a réussi à trouver. C'est Jean Castex parce que c'est une personnalité qui n'était pas un homme politique avant Matignon et qui ne l'est pas devenu après. Par ailleurs, on est à l'époque du Covid et Jean Castex, du coup, est devenu le visage des confinements et des déconfinements, des instructions sanitaires, bref, de toute cette période qui sont quand même des mauvais souvenirs pour les Français. Ça permettait à Emmanuel Macron d'avoir quelqu'un qui occupe ce rôle pendant que lui s'occupait des relations internationales, des réformes qu'il faisait sur le plan national, et puis plus tard de la guerre en Ukraine qui a perturbé grandement la campagne présidentielle de 2022. Donc c'était ça son Premier ministre idéal. D'ailleurs, c'est le seul avec lequel ils ne se sont pas brouillés à la fin de son passage à Matignon. C'est quelqu'un qui ne prend pas la lumière à sa place. En fait, c'est un collaborateur, comme disait Nicolas Sarkozy de François Fillon en son temps, qu'il avait d'ailleurs très mal pris. Et à quel point Emmanuel Macron est naïf de penser qu'un Premier ministre puisse être à ce poste-là sans nourrir certaines ambitions. Ça paraît quand même très, très paradoxal. Ouais. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'exact. C'est-à-dire que quand au moment où il s'apprête à nommer Gabriel Attal, plusieurs proches, dont Richard Ferrand, qui maintenant est président du Conseil constitutionnel, l'alerte en disant « mais tu connais Gabriel Attal, tu sais que c'est lui qui va prendre la lumière, qu'il va… » Et même d'ailleurs Gabriel Attal, en tout cas c'est ce qu'il m'a dit pour le livre a posteriori, il m'a expliqué qu'il avait prévenu que, en effet, il n'allait pas se mettre en retrait a fortiori parce qu'il était Premier ministre. Donc oui, il y a peut-être eu un péché de naïveté d'Emmanuel Macron, ou alors un péché d'orgueil en se disant qu'après tout, Gabriel Attal n'allait pas oser, n'allait pas
osé prendre autant la lumière alors que lui était président. Mais je crois aussi qu'il y a une foule de malentendus, que les entourages ont beaucoup joué, qui se sont assez peu parlé directement. Emmanuel Macron, et je reviens aussi dans le livre avec plusieurs exemples là-dessus, c'est quelqu'un qui dit assez peu les choses brutalement en face à face, y compris à ses collaborateurs. Et à l'inverse d'ailleurs, ou plutôt c'est le miroir de ce que je viens de dire là, ils sont assez peu à pouvoir lui dire les choses frontalement et brutalement. Ce qui accumule les malentendus et ce qui conduit parfois à des mauvaises décisions, en tout cas des décisions qui ne vont pas dans le sens de ce que lui aurait espéré. Et lors de ce deuxième quinquennat, post-dissolution, on a vu une valse des premiers ministres et on a surtout vu un Emmanuel Macron mettre des horloges, temporisant. Alors, est-ce que c'était volontaire ou est-ce qu'il ne savait vraiment pas où il allait ? Je crois qu'il ne savait pas exactement où il allait, ni ce qu'il voulait d'ailleurs. Ça s'est beaucoup vu, et ça, je consacre tout un chapitre à cet été un peu étrange, qui est l'été de la dissolution et des Jeux Olympiques, en fait, qui est cet été 2024, chapitre que j'ai intitulé « Un été à flirter ». Parce qu'en fait, Emmanuel Macron flirte, au sens politique du terme, avec énormément d'interlocuteurs, en leur faisant croire que le prochain Premier ministre, ça pourrait être eux. Thierry Baudet, qui est le président du Conseil économique et social, a été Premier ministre pendant quelques jours. Avant que sa nomination se dégonfle. Xavier Bertrand a été Premier ministre pendant une nuit, avant qu'en fait on change le nom sur le communiqué et que ça devienne Michel Barnier. Et je pourrais citer plein de noms comme ça qui ont été évoqués ouvertement par Emmanuel Macron ou par ses proches pour en fait créer ce marché, un espèce de marché aux bestiaux où il y a des cours qui montent et qui descendent. Alors oui, dans une certaine mesure, ça permet de gagner du temps. D'ailleurs, à l'époque, c'était le but du jeu. Il avait reporter la nomination du Premier ministre après les Jeux Olympiques, et en fait ça n'est intervenu quand même à la fin de l'été 2024, la nomination de Michel Barnier. Donc il avait besoin de ce temps-là, mais même certains de ses collaborateurs ou anciens conseillers sont assez frappés par l'indécision de ce président. Alors, est-ce que c'est parce qu'il veut peser jusqu'au bout chaque décision, consulter jusqu'au bout chacun, sachant qu'en réalité, les gens consultés se sentent assez peu écoutés, mais il prend le temps quand même de les consulter, ou est-ce que c'est parce que, effectivement, au fond de lui-même, il a cette indécision, notamment lorsqu'il s'agit de nommer les personnes qui le fait traîner, ou est-ce que, autre hypothèse, c'est parce que au fond, il considère que c'est pas très important ces nominations, que nommer un Premier ministre c'est pas très important parce que c'est pas le Premier ministre qui doit décider et que le maître des horloges, comme vous l'avez dit, ça doit rester lui. C'est aussi une hypothèse ça, de penser que en fait le président, parce que il considère que c'est à lui que tout doit remonter, n'attache pas énormément d'importance à ce type de nomination, y compris lorsqu'il s'agit de nommer quelqu'un à Matignon. L'un des échecs d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'est devenu son parti politique. C'est quand même un parti qui, en fait, est uniquement fait pour servir les ambitions de son fondateur. C'est quelqu'un qui, je vous l'ai dit, n'aime pas contredire en face à face et qui n'a pas son pareil pour dire à son interlocuteur ce qu'il voulait entendre. Il a séduit des gens, souvent plus âgés que lui, évidemment, parce que c'était des gens qui étaient en poste de pouvoir. Il a une tentation fédéraliste inavouée. Ursula von der Leyen, elle est là parce que Emmanuel Macron a suggéré son nom à Angela Merkel à l'époque,